pense que tu viens de sortir une bière. Oui, carrément. C'était trop bien et je vivais un peu dans une petite bulle de bonheur comme ça. Les pizzas, on va commander chez Popine. Oh là 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 là, mais quel bonheur après 3 ans. Regarde comme elles sont belles. Ils changent tout le temps. Tu veux dire comme des parents divorcés dont l'enfant devient président de la République par exemple. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Nina. Nina a 29 ans, et avec elle nous avons discuté du Pérou et de la Belgique, de l'évolution des Pokémon et des grains de sable, de souffrances émotionnelles, des cicatrices et des tatouages, mais surtout des mots qui traumatisent et de ceux qui guérissent. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Alors, oui et non. Oui, parce que je voudrais pas être autre chose qu'une femme, en fait. Donc, il faut savoir que moi, je suis née et j'ai été attribuée avec le sexe féminin à la naissance. Donc, je suis une femme cisgenre. Et Nina, elle est brune, elle porte des lunettes, c'est une femme. Et ça me correspond très bien, en fait. Je n'aimerais pas être une autre femme non plus. Donc ça, c'est pourquoi le oui. Mais pourquoi le non ? C'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, être une femme, c'est hyper confrontant et c'est hyper fatigant. C'est plein de casquettes, parce qu'aujourd'hui, être une femme, c'est être multiple, et donc on a envie d'être des mères aussi bonnes que nos grands-mères, mais on a envie d'être des travailleuses et des bosseuses aussi bonnes que nos grands-pères. Et je trouve que nos libertés font aussi qu'on a beaucoup de pression, et que moi, ça m'épuise. Et tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais répondu oui, à fond, ça me plaît d'être une femme, parce que j'avais trop d'énergie, j'avais trop cette hargne de me battre et de me dire tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis à la sueur de mon front, il n'y a rien qui m'est dû. Mais aujourd'hui, je t'avoue que ça m'épuise de me dire comment est-ce que je vais m'habiller si ce soir je rentre au métro à 22h. Voilà, je vais devenir médecin. Est-ce que je peux pas teindre mes cheveux en rose, par exemple ? Et tout ça, je crois que c'est encore plus fort en étant une femme qu'en étant un homme. Et encore, je resitue, on a de la chance d'être des femmes ici en Europe au XXIe siècle, quoi. Tu vas devenir médecin, du coup ? Apparemment. En tout cas, je me donne les moyens d'y arriver et dans 6 mois, j'ai mon diplôme normalement. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, ces études de médecine, par rapport à la compréhension de ton genre ? Intéressant comme question. Déjà, donc là, comme je suis en dernière année de médecine, ça fait 3 ans que je suis sur le terrain, je suis en contact avec des patients, je suis en contact avec l'hôpital, avec d'autres soignants, et on est en contact aussi avec la maladie. Voilà, donc je suis en contact avec plein de femmes, mais des femmes qui sont malades tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel ou qu'au niveau mental, qui ont subi plein de violences, des violences physiques, mais aussi des injonctions ou parfois des femmes battues. Et je me rends compte à travers la médecine que la pathologie, elle est vraiment pas pareille au niveau féminin qu'au niveau masculin. On stigmatise énormément, par exemple, la douleur chez une femme. On la croira moins que chez un homme. Une femme qui dit j'ai mal à 8 sur 10 et un homme qui dit j'ai mal à 8 sur 10, on le croira plus. Alors que la douleur, c'est purement subjectif et ça, je peux le voir dans le corps médical. Ah ouais, mais non, mais elle, c'est une femme. Et ici, je me permets encore de rajouter une notion, c'est une femme du Sud, par exemple. On stigmatisera encore plus une femme du Sud qui dit avoir mal, on la croira moins, en fait. Et ça, c'est parce que, pour le moment, en fait, le corps médical, il est entouré de vieux grincheux, de vieux hommes. Et donc, ces vieux hommes-là, ils ont encore plein d'idées assez sexistes sur ce que représente une patiente et un patient, quoi. Hein. À côté de ça, par rapport à ce qui est au genre, en tant que médecin, donc nous, on a eu un cours sur la génétique en général, et dedans, on avait un chapitre dédié au genre, et qui a été donné par un super chouette médecin, donc ça, c'était cool d'avoir un prof qui était si ouvert d'esprit. J'avais déjà entendu parler évidemment de transidentité, mais pour moi, dans ma tête, à ce moment-là de mes études, il y avait un peu les filles et les garçons. Et là, on a eu un prof qui nous a défini le genre et aussi le sexe qu'on attribue aux enfants en tant que médecin, avec 3 définitions. Donc, le genre phénotypique, qui est celui qu'on voit, donc avec nos yeux, qui sont nos caractères sexuels secondaires et primaires extérieurs. Donc, ça peut être nos organes génitaux extérieurs, mais le reste, les seins, avoir une vulve, tout ça. Après, on a le genre génotypique, qui, eux, sont simplement nos chromosomes, donc XX ou XY, ça, je vous apprends rien. Et puis, on a le genre qu'on s'attribue. Et ça, c'est un genre qui est parfois plus insidieux à définir, parce que c'est pas à nous de le définir en tant que corps médical, c'est à l'être humain lui-même de se définir. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a hyper interpellée, parce qu'en tant que médecin, moi, j'ai vu naître plein de petits bébés, et c'est nous qui cochons sur une fiche fille, garçon. Ça n'a pas encore changé, je ne sais pas à quel niveau moi je pourrais faire changer les choses. Aujourd'hui, je coche encore une des 2 cases, mais c'est interpellant et du coup, ça fait réfléchir quant à l'avenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer ce formulaire ? Est-ce que c'est si important d'être une petite fille, un petit garçon quand on vient de naître ? Est-ce que c'est pas beaucoup plus important juste
de respirer, d'être en bonne santé. Voilà, et c'est plein de questions de genre où j'ai énormément de chance qu'à l'université, j'ai eu des profs super investis et donc qui m'ont fait réfléchir. Par contre, sur le terrain, je vois pas toujours des praticiens, médecins qui sont conscientisés à la question, que ce soit à ce niveau-là ou comme je disais juste avant, par rapport aux préjugés qu'on met donc quant à la douleur, par exemple, chez une femme ou par rapport à un homme, quoi. Et donc j'essaye. Moi, je suis quelqu'un d'assez doux et de délicat. Et de diplomate aussi, donc j'essaye d'amener le questionnement. En fait, je suis jamais dans la rébellion face à mes maîtres de stage ou quoi que ce soit, mais je pose des questions. Généralement en fin de journée, jamais face à un patient ou quoi que ce soit, mais parfois ça marche. Parfois je vois que ça a fait naître quelque chose en eux et parfois ça marche pas du tout, mais voilà, j'ai posé ma graine et je me dis qu'à mon niveau, c'est tout ce que je peux faire, quoi. En parlant de petites filles et de petits garçons, est-ce que tu sais si toi, tes parents, ils étaient contents que tu sois une petite fille à la naissance ? Alors moi, je suis l'aînée. Et je crois que mes parents, ils étaient juste très contents d'avoir un enfant en bonne santé. Ma maman, je sais qu'elle voulait avoir une petite fille. Donc je crois qu'elle était très contente que je sois une petite fille. Mais mon papa, lui, il était juste très content d'avoir un enfant. Et il se fait qu'on est 2 sœurs au final. Et aujourd'hui, il nous le répète tous les jours à quel point il est content d'avoir des filles. Parfois, il nous le dit, j'aurais peut-être, avant d'être un papa de 2 filles, aimé avoir un garçon. Mais aujourd'hui, quand je vous vois être des femmes si merveilleuses, et il nous le dit super souvent, qu'il est trop content de nous avoir toutes les 2. Et, donc je crois qu'ils sont contents. Quel rôle ils occupaient tous les 2 dans ta famille, tes parents ? Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, ma maman, elle est 100% péruvienne, et mon papa, il est 100% belge. Et on a vécu au Pérou, on avait aussi vécu en Afrique, avant d'arriver vivre en Belgique, parce que moi je vis en Belgique là depuis plus de 20 ans. Et donc, ma maman, elle a occupé un rôle, et mon papa, il a occupé un rôle dont je vais vous parler tout de suite. Mais c'était très binaire dans ma tête. Je me disais pas, ma maman occupe ce rôle parce que c'est une maman. Je me disais que ma maman occupait ce rôle parce qu'elle était du Pérou. Et que mon papa occupait ce rôle parce qu'il était de Belgique. Donc moi, j'ai eu la chance de grandir au Pérou jusqu'à mes 6 ans. Donc j'ai des très bons souvenirs, j'ai été à l'école. Et tous les gens au Pérou, je trouve qu'ils ressemblaient à ma maman, que ce soit des hommes ou des femmes. Et je trouve que tous les gens de Belgique, ils ressemblaient à mon papa. Et donc, je me suis jamais dit « Ah tiens, ma maman occupe ce rôle parce que c'est une maman ». Donc, pour un peu faire le tableau de mes parents, avant, mes parents travaillaient tous les 2, puis qu'on est arrivé en Belgique, en fait, ils ont pris la décision, parce qu'au Pérou, tout le monde vit ensemble, en fait. On vit en extérieur, on vit en famille, et t'es tout le temps entouré. Et en Belgique, on vit un peu chacun dans nos maisons, quoi. Et donc, ils ont pris la décision que ma maman arrête de travailler, mais c'était une décision totalement commune. Ma maman avait un boulot en Belgique quand elle est arrivée. Ils ont décidé ensemble qu'elle allait arrêter de travailler pour nous permettre à ma sœur et moi d'avoir une enfance des plus éveillées possibles et des plus proches de notre famille, en fait. Et que grâce à ma maman qui travaillait pas, on pouvait faire plein d'activités, on pouvait voir plein d'amis, plein de gens, et c'était pas quelqu'un d'autre qui s'occupait de nous. Et du coup, mon papa travaillait. Mais à côté de ça, mon papa nous aidait à faire nos devoirs. Ma maman, c'est elle qui parle très fort à la maison. C'est elle qui est très drôle, qui a plein d'amis. Mon papa est plutôt discret. Et donc, je me suis jamais dit que c'était l'homme qui travaillait et la femme pas, en fait. Je me suis juste dit, tiens, ils ont choisi comme ça parce que ma maman est beaucoup plus sociable que mon papa. Et donc, voilà. Et ton papa, du coup, qui, justement, comme tu disais, avait une famille un petit peu plus froide, etc. Par exemple, lui, vivre au Pérou, ça a été comment pour lui ? Mais en fait, lui, il a toujours voulu quitter la Belgique pour ces raisons-là, en fait. Pour des raisons familiales, où il se retrouvait pas forcément dans une famille où lui, il pouvait pas exprimer ses besoins ou ses attentes. Et donc, il a très, très, très vite quitté la Belgique pour faire des missions humanitaires dans plein d'autres pays. Donc, d'abord, il est tombé en Afrique. Et par hasard, il est tombé au Pérou. Et il est tombé amoureux d'un pays avant de tomber amoureux de ma maman. En fait, ils se sont connus dès le premier jour où il est arrivé au Pérou. Mais ils se sont mis en couple, je crois, 2 ou 3 ans après, je sais plus très bien. Et lui, il est tombé amoureux d'un pays, d'un continent et d'une culture, parce que toute l'Amérique latine est très chaleureuse comme ça. Et mon papa, quand il est au Pérou, c'est un autre homme, quoi. Il dit « je t'aime » à mes oncles et à mes tantes. Ils se prennent dans les bras, ils dansent. Mais j'ai jamais vu mon papa dire « je t'aime » à un de mes oncles en Belgique, par exemple. Donc lui, il surkiffe. Il surkiffe et il est trop fier. Il nous dit ça aussi souvent. Il est hyper fier que ma sœur et moi, on ait grandi dans une biculture et qu'on ait gardé ce côté très latino hyper ancré dans notre éducation et aussi dans nos fréquentations. Et lui, il est trop fan du Pérou et de ce qu'il est au Pérou parce que c'est un autre homme. C'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi sur les petites filles et les petits garçons ? Moi, j'ai compris que très 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 tard que j'étais une fille en fait. Avant, je pensais juste que
être une fille, ça faisait partie de mes caractéristiques. Nina, c'était une petite fille, mais à côté de ça, j'étais très intelligente. À côté de ça, j'aimais beaucoup dessiner. À côté de ça, j'adorais les chats. Enfin, je voyais pas le fait d'être une fille comme une caractéristique plus prépondérante que par rapport aux autres caractéristiques. Par exemple, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dessiner. C'était presque plus ça qui me définissait que le fait d'être une petite fille. Et je me disais pas, tiens, les hommes sont pas sensibles. Par exemple, vu que j'ai vu tous mes oncles pleurer, mes oncles, quand ils m'appellent au téléphone, encore maintenant, à 29 ans, ils me disent « Nina, je t'aime ». Et j'ai compris très, très, très tard, en fait, que j'étais une femme et ce que ça représentait d'être une femme aujourd'hui, en 2021. Et donc, petite, je voyais les garçons dans ma classe. Et parfois, je les trouvais un peu plus nuls que nous. Parce que je me disais, tu vois, quand t'as 6 ans, t'as un peu le même métabolisme, donc tu cours aussi vite qu'un petit garçon. Ils sont pas meilleurs que toi au foot ou à la gym. Donc je me disais, je suis aussi bonne qu'eux. Mais à l'école, on était tout un peu meilleurs que les garçons. On savait plus vite lire, on savait plus vite calculer. Donc je me disais, en fait, on est mieux qu'eux. Genre juste eux, c'est comme si c'était des filles, mais qu'ils étaient pas encore prêts à être des filles. Donc, ils n'ont pas évolué comme les Pokémon, quoi. Quand tu parles de Pokémon, justement, je regardais des dessins animés. Genre, on avait les Totally Spice, les Super Nana. Mais à côté de ça, je regardais Dragon Ball, Pokémon aussi. Et donc, je me suis jamais dit, les filles, c'est pas des héros, en fait. Parce que j'étais dans une mini école où, en fait, nos profs nous ont pas trop genrés. On avait tous des très grands rêves et ils nous ont tous hyper encouragés. Et puis, je suis arrivée à l'UNIF. Et c'est là qu'un jour, un garçon m'a dit, t'as des trop grands rêves pour une femme. Mais jusqu'à mes 19 ans, aucun adulte, aucun autre garçon de mon âge, aucun membre de ma famille ne m'avait fait réaliser que j'étais une femme avec ces injonctions-là, en fait. Donc c'est vraiment très tard que j'ai compris les petites filles, les petits garçons. Est-ce que tu as rencontré d'autres formes de sexisme comme ça pendant tes études de médecine ? Oui, j'en ai rencontré. J'ai moins d'exemples aussi flagrants que lui parce que ces phrases sont restées vraiment ancrées, vu que c'est la première fois où j'étais confrontée à du sexisme aussi fort. Je dis pas qu'à 15 ans, je me suis pas fait mettre la main au cul et que j'ai jamais rencontré de sexisme avant, je dis pas ça. Mais c'est la première fois où en pleine gueule, c'était dirigé à moi, Nina. C'était même pas un vieux prof, c'était un gars de notre âge. Et oui, j'ai déjà été confrontée à du sexisme, mais de manière beaucoup plus insidieuse. Vous les femmes, ce genre d'expression. Ou alors c'est une forme de bienveillance patriarcale, le fait de dire « Oh, t'es une femme et t'as des grands rêves, bravo ma chérie ». Je sais pas trop comment le prendre. Moi, j'essaie de prendre le positif quand on me dit ça et que je retiens juste les félicitations et le bravo. Et peut-être que c'est une forme de dire « Oh tiens, elle est trop mignonne pour une femme et elle a de grandes ambitions, quoi ». Donc du sexisme beaucoup moins flagrant que cette phrase. Horrible. C'est quoi ce que t'étudies du coup en médecine ? Ici, pour le moment, je suis dans le cursus général, donc je suis en 6e année de... Je sais pas trop comment vous appelez ça en France, mais c'est en gros l'année de l'ECN. Donc là, je suis encore dans mes années générales. Il faut savoir que moi, donc, j'ai commencé médecine à 24 ans, parce que j'ai fait d'autres études avant, et j'ai repris médecine dans le but vraiment d'éduquer les gens, et j'aimerais trop faire de l'éducation sexuelle, émotionnelle et affective, parce que je trouve que c'est une forme aussi de soigner les gens, en fait. Il n'y a pas que... ce qu'on peut voir dans une prise de sang, tout ça, la santé, ça va au-delà. Être au courant, savoir, c'est aussi ça de la santé, je crois. Et je me suis dit qu'en tant que médecin, moi, je voulais surtout apprendre aux gens qui ils étaient et à pouvoir choisir qui ils ont envie de devenir. Et j'ai remarqué que je voulais être sexologue et ça a vraiment fait écho en moi quand j'ai entendu un psychiatre dire, j'ai plus son nom malheureusement, on fait médecin pour ne pas être patient. Et je fais psychiatre pour faire écho à mon histoire personnelle. J'ai écouté ce podcast au tout début de mes années de médecine où j'osais pas encore le dire avec des mots que je voulais être sexologue. Et ça a fait écho en moi, ça a fait écho à toute mon histoire. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré un bon coup, j'ai écrit et je crois que si j'ai envie d'être sexologue aujourd'hui, c'est avant tout pour me guérir moi et guérir toute la lignée de femmes qu'on est. Parce que chez nous, on est beaucoup de filles. Je suis la 4e génération où il n'y a que des filles. Et il y a quelque chose de très fort qui nous unit. Et tout ça, ça part malheureusement d'une histoire très triste qui est arrivée à ma grand-mère, en fait, qui est donc la 2e génération de femmes. Et elle a été violée à 19 ans. Et de ce viol, il en est ressorti un bébé. Donc ça n'a jamais été tabou parce que du coup, moi j'ai une tante qui a 16 ans de plus que ma maman et que sa petite sœur. On m'a jamais caché ça, on m'a jamais caché que cette tante, c'était l'enfant de mes 2 grands-parents, parce que mon grand-père l'a adoptée et aucun tabou là-dessus, mais c'était
pas l'enfant biologique de mon grand-père, c'était l'enfant d'un viol. Et peut-être que ça partait d'un sentiment de transparence de la part de ma famille, qui est pas tabou autour de ça, mais peut-être que j'étais trop petite aussi pour entendre ce genre d'histoire, parce que moi, ça m'a traumatisée par rapport à la sexualité. Et je crois que je suis encore dans mon chemin. Et j'ai mis énormément de temps à me libérer et voir la sexualité comme quelque chose de propre, en fait. Je voyais la sexualité comme un vol. Je me suis toujours dit, on va me voler quelque chose le jour où on voudra avoir accès à mon corps. Et moi, je ne peux pas vouloir prendre du plaisir avec quelque chose qui a tellement blessé une des femmes de ma lignée, quoi. Une des femmes qui fait que je suis une femme aujourd'hui, qui fait que je suis une femme comme je suis. Et je voyais le fait de la trahir par le fait de moi vouloir prendre du plaisir, le fait de vouloir être désinhibée, le fait de pouvoir aimer, jouer de mon corps, tout ça. Je me disais, je peux pas faire ça à ma grand-mère, quoi. Et c'est pas des injonctions qui ont été dites par ma famille, pas du tout. C'est juste moi, en tant qu'enfant, en tant que petite fille, je me disais toujours, la personne ne sera jamais bienveillante. Elle voudra toujours quelque chose de plus. Elle voudra me faire du mal, en fait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai envie d'être sexologue, c'est avant tout pour me guérir moi, pour guérir les femmes de ma famille et pour qu'il n'y ait pas d'autres petites filles qui se retrouvent comme la petite Nina. T'avais quel âge quand t'as appris ça ? Mais comme je dis, j'ai aucun souvenir. Donc, pour moi, ma tante, ça a toujours été l'enfant d'un viol. Donc, je ne sais pas à partir de quand on a un souvenir. Peut-être 4 ans, 5 ans. Donc, tes premiers souvenirs liés à la sexualité, c'est cette histoire ? On peut dire ça, ouais. C'est drôle que tu le dis parce que j'aurais pas répondu ça à cette question. Mais en fait, oui, au final. Et t'aurais répondu quoi, sinon ? Alors moi, j'aurais 2 réponses à cette question. Maintenant, j'en ai 3. Merci. En fait, j'ai un souvenir. Maintenant, en tant qu'adulte, je me souviens que c'était de la sexualité, mais à ce moment-là, j'en avais pas du tout conscience. Donc j'étais simplement une petite fille en train de jouer et j'imagine que j'étais en tailleur et donc mon talon frottait sur ma vulve et j'ai eu du plaisir, mais ça m'a fait très peur en fait. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi j'ai ce truc qui bout à l'intérieur de moi ? Pourquoi j'ai envie de faire pipi ? Je n'y vais pas. Et en fait, j'en ai pas parlé, pas parce que je pensais ça tabou ou sale, juste j'ai eu super peur d'être malade ou qu'il m'arrive quelque chose. Et c'est jamais réarrivé. Donc voilà. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis, mais en fait, à ce moment-là, t'as eu un orgasme, mais j'en étais pas du tout consciente. Et le premier souvenir où j'ai pris conscience que c'était de la sexualité, c'était en première primaire. Donc je sais pas si ça correspond à quoi en France, mais j'avais 6 ans, juste après les petites sections. Et Romain était absent. Et la prof nous dit que Romain est absent parce que sa petite sœur Apolline est née. Donc nous, on a 6 ans, on était tous trop contents, on lui fait plein de dessins et on attendait que Romain revienne. Et là, la prof, elle nous demande est-ce que l'un de vous sait comment on fait des bébés ? Nous, 6 ans, tous innocents. On savait tous comment on faisait des bébés, mais avec ce qu'on avait dans la tête. Et Simon, un garçon qui avait 2 très grands frères, lève la main et dit de manière très crue, en fait, le papa met son sexe dans le sexe de la maman. Et là, c'est le premier souvenir vraiment traumatisant que j'ai de la sexualité. Il faut me visualiser, moi, petite Nina, 6 ans, j'étais le portrait craché de Hermione Granger. Donc, pas d'Emma Watson, hein. Je parle bien d'Hermione Granger, la petite intello qui sait tout. Et donc, je vais le trouver. Et je lui dis pas du tout, Simon, en fait, ça se passe pas du tout comme ça qu'on a des bébés, mais hyper sûre de moi, hein. Pas du tout démontée. Moi, j'avais ma propre théorie. Pas du tout une théorie que mes parents avaient inventée ou quoi. Pour moi, les bébés, ils étaient dans le ciel, ils avaient la taille d'un grain de sable. Quand la maman et le papa se faisaient un bisou, qu'ils en avaient envie, le grain de sable tombait, et voilà. Ils grandissaient dans le ventre de la maman, et ça faisait un bébé. Et donc, je lui explique ça, il me rit au nez, il me dit « Mais enfin, Nina, c'est n'importe quoi, demande à tes parents ce soir. » Mais je n'en démords pas, je lui dis « Mais tu verras. » Donc le soir, j'arrive à la maison, je demande ça à mes parents, et là, horrible déception, ils me disent que c'est Simon qui a raison et pas moi. Et je me souviens avoir trouvé ça, mais dégueulasse. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas avoir fait ça, quoi. Papa, il peut pas avoir mis son sexe dans ton sexe, maman. Et t'es si, en fait. Et c'est même chouette. Et j'avais trouvé ça écœurant, en fait. Donc ça, c'est le premier souvenir de la sexualité que j'ai. Est-ce que du coup, c'est un truc dont tu pouvais parler avec tes parents ? Ouais. J'ai des parents hyper ouverts qui ont tous les 2 travaillé donc dans le domaine de la santé, dans l'humanitaire. Donc on avait des affiches à la maison, protégez-vous. Donc c'était en espagnol, et donc Salva el amor, usa condón, donc sauve l'amour, utilise un préservatif. On avait des préservatifs dans plein de tiroirs parce qu'ils faisaient eux de l'éducation, mais plutôt aux IST et aux MST, pas du tout d'éducation sexuelle dans l'émotionnel, hein. Donc c'est quelque chose dont on pouvait parler. Après, à la maison, on n'a jamais parlé de notre sexualité. Donc j'ai jamais entendu mes parents parler de leur sexualité. Ils n'ont jamais cherché à savoir notre sexualité à ma sœur et moi, mais parler de sexe, poser des questions, ça n'a jamais été tabou.
Et du coup, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, toi, ça t'a toujours fait peur et dégoûté, ou est-ce qu'il y a un moment où ça a quand même commencé à t'intriguer, où tu t'es posé un peu plus de questions Non, moi, ça m'a toujours fait peur et ça m'a toujours dégoûté. Évidemment qu'à un moment, je me suis posé des questions, mais plutôt dans le sens, je vais devoir le faire. Je vais devoir passer par là un jour parce que j'ai envie d'avoir des enfants et a priori, c'est comme ça qu'on les fait. Malgré en tout cas, c'est comme ça qu'on commence. Non, je veux du sable qui tombe. C'est plus facile. Il tombait dans la bouche. Donc ouais, ça m'a très longtemps dégoûtée et au point que je me suis par exemple jamais masturbée avant mes 28 ans. J'ai essayé quelques fois, je n'ai jamais réussi à lâcher prise en me disant en fait c'est sale, c'est dégueulasse, ce que je fais c'est pas bien. Et j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi c'était pas bien. Et en fait, c'est avec le temps, c'est en apprenant à découvrir mon corps, en ayant des partenaires au final hyper chouettes, hyper bienveillants, que j'ai pu réussir un jour à débloquer tout ça. Mais ça a été vraiment super compliqué, même en tant qu'adulte. Du coup, ta première fois, c'est quelque chose que t'appréhendais beaucoup ? À fond. J'ai été en couple, en fait, assez jeune, au final, malgré mon trauma, avec un garçon le jour de mes 16 ans. Et c'était trop chouette. Vraiment, on est resté en couple pendant 3 ans et demi. Et on n'a jamais eu d'acte pénétratif. Donc pour moi, à ce moment-là de ma vie, je n'avais jamais fait l'amour. Pourtant, avec lui, c'était merveilleux parce que j'ai eu de l'éducation sexuelle comme on peut en parler aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on était en 2008 et on ne parlait pas autant d'éducation sexuelle et de manière aussi bienveillante avec le consentement comme aujourd'hui. Et je trouve qu'on a fait ça comme des chefs tous les deux. C'est super chouette. Donc moi, je lui ai expliqué toute mon histoire et je lui ai dit, moi, je n'ai pas du tout envie de faire l'amour, en fait. Et il m'a dit, ok, moi, je t'aime, en fait, et ça me va. Donc en fait, petit à petit, pendant ces 3 ans et demi, on a tout exploré. Un jour, on s'est mis tout nu, on s'est regardé, et genre, on s'est regardé pendant des heures, mais pas du tout de manière excitée. Genre, ça, c'est un pénis. Ça se passe comme ça. Quand j'ai une éjaculation, ça se passe comme ça, et toi. Et donc, quand on était prêts tous les deux, on passait à des actes sexuels. Donc à ce moment-là, moi, j'ai toujours dit que je n'avais pas fait l'amour, mais aujourd'hui, quand je redéfinis ma vie, je me dis que j'ai jamais aussi bien fait l'amour qu'à ce moment-là, en fait. C'était merveilleux. Et donc, il n'y a jamais eu d'acte pénétratif avec ce garçon. Et après lui, j'ai eu le malheur de faire une première fois avec un garçon pas du tout bienveillant. Et ouais, ça a été un peu traumatisant. Même très traumatisant. Parce que, donc moi, je venais de sortir d'une histoire de couple, mais une histoire d'amour avant tout. Avant d'une histoire de couple, c'était vraiment de l'amour. Je trouvais ça merveilleux de sortir avec un garçon, de partager une intimité, que ce soit sexuelle, mais aussi intellectuelle, humoristique, sur plein de choses. On partageait énormément d'intimité. Donc moi, je pensais que c'était ça, être en couple. Et là, c'était traumatisant parce qu'on n'avait pas du tout la même définition de ce qu'on pouvait partager ensemble. Et je crois qu'on n'avait pas du tout les mêmes attentes l'un de l'autre, en fait. Moi, je m'attendais à revivre une histoire d'amour passionnelle et passionnante. Parce que passionnel, parfois, on peut voir ça comme quelque chose où c'est négatif, où on va se chercher. Non, c'était plutôt passionnant. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. Et avec ce deuxième garçon, c'était pas du tout comme ça. Donc lui, il ne savait pas que j'avais jamais eu d'acte pénétratif et lui définissait l'amour de manière totalement différente que la mienne. Il avait par exemple jamais été en couple, lui, mais il avait déjà tiré son couple plusieurs fois avec plein de nanas différentes. Et donc je pense tout simplement qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et moi j'étais tellement désemparée face à ce manque de bienveillance que j'ai pas du tout osé dire non. D'un côté, j'étais peut-être un peu curieuse, mais je me suis laissée embarquer dans une histoire où je me sentais pas bien, tant moralement que physiquement. Je sentais que je devais pas être à cet endroit-là. En même temps, j'y étais. Et c'était traumatisant parce que c'était très pragmatique, en fait. C'était un acte sexuel posé d'un corps sur un autre. Et ça ne me convenait pas du tout. Donc je me suis assez fort bloquée. J'ai plus voulu avoir de sexe pendant un moment. Et puis, depuis cette histoire horrible, j'ai eu que des chouettes expériences sexuelles. Et donc là, mon quota, il remonte du côté du plus que du côté du moins, quoi. Avec les relations que tu as eues après, tu as réussi à te réconcilier avec l'acte de pénétration ou pas tout de suite ? Je sais pas quand est-ce que je serai réconciliée à 100% et si je le serai un jour, je crois que c'est moi qui tiens la clé du 100% en fait. Ce jour-là, ce sera un déclic, je crois que c'est moi qui tiens les derniers pourcents. Mais chaque mec que j'ai rencontré après cet acte un peu traumatisant m'a aidé à aller gratter des pourcents vers la réconciliation parce que j'ai toujours après lui eu des actes sexuels super chouettes et super bienveillants. Donc ouais, merci à eux tous quoi, parce qu'ils m'ont vraiment réconciliée à fond. Et je crois que c'est grâce à
eux tous que j'y crois à fond à l'amour, parce que je me dis, même quand tu crois que t'es au pire du pire, en fait, y a un jour quelqu'un qui vient, qui t'aime et qui te fait aimer aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'attends de quelqu'un ? Ce que je cherche dans une relation de couple, alors. Parce que attendre quelque chose de quelqu'un, j'ai l'impression que du coup, je mets des injonctions et que je m'attends à quelque chose et que s'il y répond pas, je n'en aurais pas envie. Plutôt, ce que j'attends d'une relation de couple en général, c'est simplement de pouvoir être moi dans toutes mes formes et qu'il me choisisse tous les matins. En fait, j'ai pas du tout envie de grandes promesses, mais j'aimerais que chaque matin, il puisse me choisir pour 24 heures, comme je suis. Et qu'ensemble, il puisse lui être comme il est, et que peut-être qu'à deux, on pourrait créer le nous, une espèce de troisième entité où on se retrouve tous les deux et que nous deux qui pouvons la créer et la faire vivre quand on est ensemble. Donc c'est peut-être plein de rêves et plein d'idéaux d'amour, mais je crois que ça va m'arriver un jour. En plus du fait que ta sexualité, elle ait influencé ta carrière, est-ce qu'elle a influencé aussi la personne que t'es ? Oui, ma sexualité, elle a influencé la personne que j'étais, évidemment, dans ma construction de la petite Nina à la Nina adulte que je suis aujourd'hui. Et ma sexualité, au moment présent, elle a influencé à fond ma personnalité ces derniers temps. J'ai une histoire d'amour magnifique récemment qui m'a donné confiance en moi sur plein de termes. Et en fait, quand tu vas bien dans ton lit, au final, quand tu te sens puissante, quand tu te sens capable d'avoir un orgasme, quand tu te sens capable de donner à quelqu'un, de recevoir aussi, ça c'est super important. Du coup, en fait, dans toute ta vie, t'es beaucoup plus conscient, t'es beaucoup plus éveillé à l'autre et tu te rends compte des petits gestes, des petits cadeaux que les autres te font en te faisant une confidence, en te faisant un sourire quand un inconnu te laisse passer dans le métro, tout ça. Et j'ai l'impression que ma sexualité, ça me donne énormément confiance en moi. Le fait d'avoir joui la veille, je me dis, en fait, je suis trop une badass, tu vois. Et c'est trop cool. Et pourquoi ne pas donner tout ce que j'émane à tous les autres ? Alors, pas donner ma sexualité, évidemment, mais donner un sourire, donner du temps, donner de l'écoute, de la bienveillance. Donc ouais, ça influence à fond. Des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité ? Clairement, l'ouïe. Ici, je reprendrai une phrase que Fabrice Lucchini dit hyper souvent. C'est une phrase de Marguerite Duras. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Et moi, ça fait hyper écho à ma personnalité parce que je suis une personne très sensible au verbe. Et avant d'espérer pouvoir partager quoi que ce soit de sensoriellement intime, je suis avant tout sensible aux mots qu'on peut dire avec la bouche, aux mots qu'on peut écrire sur du papier. Et j'ai un imaginaire en fait assez grand. Et il suffit de l'enflammer, en fait. Donc, si tu m'écris un petit mot, moi, je peux créer mon monde à l'intérieur. Et si tu arrives à rentrer dans ce monde imaginaire de Nina, en fait, t'as tout gagné, quoi. Donc, l'ouïe avant tout. Et dans une sexualité vraiment partagée, là, pour le coup, physiquement, je dirais que c'est le toucher parce que c'est mon langage de l'amour. Autant, je suis quelqu'un de pas du tout tactile avec personne. J'aime pas trop qu'on me touche. Autant, dans une relation d'intimité, c'est la base de mon couple, en fait. J'ai besoin de ce contact, que ce soit juste une caresse, un bisou, un regard, parce que c'est aussi un contact. Ouais, dans la sexualité partagée, c'est le toucher. Tout à l'heure, tu nous disais que tu t'étais masturbée pour la première fois à 28 ans. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé ? Alors, c'est la première fois que j'ai réussi à 28 ans. J'avais déjà fait quelques petites expériences par-ci, par-là, mais genre une fois par an, toutes les années bisextiles. J'avais détesté. Et puis, je suis tombée sur le podcast Vox. Et comme je suis très sensible aux mots, c'est la première fois que ça m'a fait un effet. Parce qu'en fait, je l'écoutais juste sans aucun but masturbatif derrière. Je l'écoutais juste parce que je trouvais qu'elles avaient des très belles voix et que leur récit érotique était très, très chouette à entendre. Et c'est la première fois que j'ai ressenti quelque chose de mon corps. Et je me suis écoutée, en fait. Je me suis dit, OK, on va remettre le podcast au tout début et on va se laisser guider. C'est pas moi qui décide, c'est la voix. Et en fait, j'ai bien aimé, mais ça m'a de nouveau fait peur. Ça m'a un peu dégoûtée. Au début, je me suis dit, mais non, t'as pas le droit de faire ça, Nina. En plus, c'est la voix de quelqu'un d'autre. C'est bizarre un peu, non ? Et je me suis posé plein de questions. Et puis, je me suis rappelé ce que je partageais dans une sexualité à deux. C'est au final le lâcher-prise. Et c'est simplement ton corps qui parle. C'est plus ta tête, c'est plus... Et je me suis dit que pourquoi pas m'offrir ça à moi-même ? Et donc, j'ai retenté. Et puis, un jour, ça a marché. J'ai réussi à lâcher prise. Et c'était vraiment, vraiment trop bien. Et donc depuis, j'y arrive.
Toujours avec une voix d'arrière-fond, mais j'y arrive et j'adore, ouais, super chouette. Je recommande. Et aujourd'hui, c'est quoi la sensation que tu recherches quand tu fais l'amour ? J'ai envie de créer un espace que seul mon partenaire et moi on connaît en fait. Pour moi, c'est vraiment très important. C'est ensemble, qu'est-ce qu'on décide de créer, qu'est-ce qu'on décide d'y mettre. Avec notre définition à nous, on va chercher un terrain d'entente où on se sent bien tous les deux et surtout une zone de confort où on peut explorer la sexualité de l'autre, mais aussi la sienne. Et c'est vraiment ça que je cherche, c'est une communion et créer ce petit jardin secret où on peut se sentir libre. Aujourd'hui, est-ce que tu t'entends bien avec ton corps ? Est-ce que tu l'aimes ? Aujourd'hui, là, tout de suite, non. Pas du tout. Mais il y a quelques mois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai vécu une année 2021, en tout cas le début de l'année 2021, de manière vraiment très difficile, parce que personnellement, dans ma vie de famille, il s'est passé que ma maman, elle a eu une récidive d'un cancer du sein, avec des métas et tout ça. À côté de ça, dans ma vie de couple, ça a été vraiment très dur aussi, en parallèle, vraiment au même moment, c'est là que ça a commencé à flancher. Et encore en parallèle, mes études de médecine commencent vraiment à me peser, parce qu'au final, ça fait 11 ans que j'étudie, j'ai l'âge que j'ai 29 ans, et aujourd'hui, j'aimerais être une femme indépendante financièrement, tout ça. Donc tout ça, c'est arrivé un peu en même temps, et ça fait que j'ai perdu 12 kilos en un mois. En un mois ? En un mois, parce que j'ai pas mangé. Voilà, j'étais tellement triste et tellement mal. Donc aujourd'hui, j'ai pas repris 1 kilo, donc je fais 1m65 et je pèse 44 kilos. C'est pas du tout mon poids de base. Esthétiquement, j'ai un peu du mal parce que je me trouve hyper anguleuse, hyper mince. Mes cheveux, ils sont pas en aussi bonne santé et ma peau, elle respire moins bien, tout ça. Et donc je me reconnais pas. Donc aujourd'hui, j'arrive pas à aimer mon corps parce que je suis pas ce corps en fait. Et j'attends vraiment de retrouver mon corps. Par exemple, je m'interdis d'acheter des nouveaux vêtements. Ou en tout cas, si j'en achète des nouveaux, je prends mon ancienne taille parce que je veux pas rester comme ça. Ça me rappelle trop le traumatisme des 6 premiers mois de 2021. J'aimerais retrouver le corps que j'avais avant, quoi. Est-ce que le fait d'avoir perdu du poids comme ça drastiquement, c'est parce que tu as développé un trouble alimentaire ? Ou est-ce que depuis, tu remanges correctement ? Depuis, je remange correctement. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, que quand j'ai un énorme stress ou quoi, j'ai la boule au ventre et je mange pas. Mais bon, ça dure 2 jours, généralement, ça dure pas 31 jours. C'est une forme, évidemment, de trauma alimentaire que de se réfugier dans le fait de ne pas manger. C'est une forme de contrôle aussi, c'est une forme de se dire je déplace ma souffrance ailleurs. En fait, je déplace ma souffrance dans le fait de pas manger et je masque mes souffrances émotionnelles par une souffrance vraiment physique. J'ai mal au bide et c'est beaucoup plus facile des fois, tout simplement. J'essaye vraiment de toujours me cacher, mais à moi-même en fait. Donc la première personne à qui j'essaie de cacher mon corps, c'est moi. J'arrive plus à me regarder, j'arrive pas à me trouver belle, j'arrive plus à mettre de la crème comme avant, ou avant j'adorais me dire oh ben tiens, je vais me faire plaisir ce soir, je vais hydrater ma peau, je fais un masque dans mes cheveux, parce que j'arrive pas à reconnaître ce corps. Quand je me regarde, je me dis mais en fait ce n'est pas moi. Donc ouais, c'est vraiment dur pour le moment avec mon corps. Et à côté de ça, moi j'ai une maladie chronique en fait qui a été diagnostiquée à mes 21 ans. C'est une maladie inflammatoire. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une énorme transition dans mon corps et dans mon acceptation du corps. Parce que donc c'est une maladie qui déforme mes articulations. Et j'ai pris beaucoup de temps à aimer ce nouveau corps. Je suis pleine de cicatrices parce que j'ai subi des interventions chirurgicales, tout ça. Et je me suis fait des tatouages en contrepartie. Et donc, il est arrivé un moment où j'aimais vraiment mon corps. Parce que je me disais, ben voilà, aujourd'hui, mon corps, il me permet de faire plein de choses. Il me permet de prendre du plaisir. Il me permet de faire mes cours de chant. Il me permet d'étudier. J'ai un cerveau qui me permet d'y aller. Il me permet quand même de faire du sport, de marcher. J'aime mes cicatrices parce qu'au final, elles racontent mon histoire et que sans elles, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Ça a été vraiment très dur, mais je les porte de manière très fière. À côté de ça, j'adore mes tatouages qui sont là pour me raconter qu'on peut marquer son corps, mais avec des choses cool aussi. Donc, il y a quelques mois, j'adorais trop mon corps parce que je me disais, en fait, lui et moi, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Puis la tête a repris le dessus et quand la tête reprend le dessus, moi, mon corps, c'est comme ça que ça se passe, il morfle, quoi. Est-ce que ça t'arrive quand même en ce moment d'avoir des jours où c'est plus chouette, où ton corps il t'envoie des signes un peu positifs et un peu d'amour ? En fait, ouais, il fait plein de trucs cool et ça, j'arrive à m'en rendre compte. Déjà, simplement me permettre, c'est con ce que je veux dire, mais me permettre de me réveiller, d'aller faire mon travail toute la journée, d'étudier le soir. Je me dis juste,
Même avec 12 kilos en moins, même en lui mettant pas beaucoup de diesel à l'intérieur de lui, mon corps, il continue de tenir. Donc ça veut dire que mon corps, lui, il tient à moi. Parfois, je me dis ça, lui, il a pas envie de se barrer. Peut-être que je ferais bien de l'accueillir et de l'aimer un peu, de lui donner un peu plus de place, parce qu'à force de me cacher, peut-être qu'il a envie de prendre de la place, il n'y arrive pas. Que ce corps parle aussi. Je suis pas très cool, mais quand tu me poses la question, je me rends compte en fait que ce corps, à l'air de rien, il m'a permis de venir aujourd'hui à Paris, alors que ça fait 30 heures que je dors pas, vu que j'ai eu ma garde de 24 heures. Et en fait, merci mon corps en fait. Donc merci. Merci de me poser cette question. Qu'est-ce que tu préfères chez toi ? Physiquement, j'ai toujours adoré ma bouche et mes dents. Et ça, quand tu maigris, elles bougent pas, donc c'est cool. Et sinon, dans mon caractère, ce que j'adore, c'est que je suis quelqu'un d'hyper intense et d'hyper à fond, en fait. J'ai plein de potes qui me disent « Ah, Nina, t'es binaire !» Mais c'est vrai qu'il y a un peu de binarité chez moi. Quand ça va pas, point. Par contre, quand j'aime, je suis quelqu'un d'hyper loyal, tant en amitié, en amour, en famille, hyper créative, hyper à fond dans tout, mais aussi dans mes projets. Quand je m'investis, je crois que j'ai qu'une seule parole, on peut toujours compter sur moi et je peux compter sur moi. Et ça, je crois que c'est super important. C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? Je me souviendrai toujours, donc dans mes premières études, j'ai fait des études de kiné avant de me lancer dans un parcours médical. Mon tout premier TP, le prof nous dit « Bon, maintenant, vous mettez tous en sous-vêtements. » Silence dans la salle, on se regarde tous dans le blanc des yeux, on se connaissait pas. Premier jour de cours, personne ne se déshabille. Je rigole pas, maintenant vous vous déshabillez tous. Donc on se met tous en sous-vêtements. Aussitôt, les 24 en sous-vêtements, le prof nous a dit « Bon, maintenant vous vous rhabillez. » On s'est tous rhabillés en 2 secondes. Et là, le prof nous a dit « Voilà, en fait, j'aimerais bien que vous vous souveniez de ce sentiment toute votre vie. Parce qu'un jour, vous arriverez à votre 1000e patient, à votre 2000e patient, et vous, un corps, ça va être quelque chose, ça va être votre outil de travail. En fait, vous n'allez plus voir un corps comme le corps de cette personne, vous allez voir quelque chose comme un corps à rééduquer, un corps à redonner une capacité, une fonction. Mais n'oubliez pas que peut-être que pour votre patient, vous êtes son premier thérapeute, et c'est peut-être la première fois qu'il se déshabille devant quelqu'un et qu'il va être touché par quelqu'un. Donc ce que vous venez de vivre, j'aimerais que vous vous en souveniez pour toujours, et que vous ayez cette bienveillance de la première fois à chaque fois, même la 1000e. Et je me suis dit que potentiellement un jour, il y a des gens qui viendront s'ouvrir à moi, qui viendront me parler de leur intime, de leur sexualité, de leur vie. Et je voulais me prêter au jeu, en fait, de me dire, moi aussi, j'ai envie de voir jusqu'où je suis capable de me mettre à nu et ce que ça me crée comme émotion pour ne jamais oublier et toujours rester bienveillante avec les autres. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.